C'est ici qu'ont débarqué au XIXe siècle les premiers colons. Ils rencontrent alors un peuple d'origine mélanésienne, les Kanaks. Aujourd'hui encore, leur capitale culturelle se situe sur cette côte de Grande Terre, à Canala. France Girard est historienne spécialisée en architecture. À la demande de la commune, elle mène un inventaire pour retrouver l'histoire des lieux. France commence sa visite par une maison coloniale située à l'extérieur du village. Elle est accompagnée de Daniel Noyeux, qui la guide sur un chemin coutumier que seuls les Kanaks peuvent emprunter. Au XIXe siècle, Canala était la région agricole de la Nouvelle-Calédonie. Et France souhaite nous montrer une des premières maisons coloniales de l'archipel. C'est la station Laurie, une ancienne exploitation agricole qu'elle souhaiterait faire protéger. Dans la tradition kanak, à leur arrivée, les visiteurs réalisent la coutume. Il s'agit d'une offrande pour témoigner de leur respect envers l'hôte et le remercier d'être accueillis. C'est une maison qui est coloniale, naturellement, et qui présente 3 grandes caractéristiques. On va d'abord parler de sa toiture, une toiture à croupe, 4 pentes, des épis de faîtage sur les poinçons. On va parler donc de ses vérandas périphériques, au rez-de-chaussée et à l'étage. Et puis on va donc bien évidemment remarquer les ouvertures, qui sont des ouvertures extrêmement symétriques pour l'époque, la traduction donc du classicisme de rigueur dans les années 1900. Cette maison est l'un des derniers vestiges calédoniens de cette époque. Ce sont 2 pionniers venus de métropole, François Albaret et Louis Pion, qui l'ont construite au début des années 1860. On va prendre l'échelle meunière. Donc nous voilà sur la véranda de l'étage. C'est celle, ma foi, qui permet aux gens d'ouvrir les volets sur l'extérieur le matin quand ils se lèvent, parce que toute la partie qui se trouve ici à l'étage, c'est naturellement celle des chambres. Et la maison telle qu'elle est montre déjà qu'elle a subi une très grosse rénovation, puisque tous les matériaux d'origine, finalement, ont quasiment disparu pour faire place à du béton, qui néanmoins n'a pas du tout altéré l'infrastructure d'origine. Je veux dire que par là, elle a gardé ses mêmes volumes. Elle représente vraiment, à l'époque, ce qu'est, ici, en brousse, au fin fond de la brousse, une maison de maître. Parce que sinon, c'était franchement joli, tu vois. Cette maison était absolument prodigieuse. D'abord, elle a été remarquablement bien faite. Il y a un travail de cloison intérieure prodigieux. Tout est en bois. Les murs sont en bois avec des planches verticales. Les plinthes sont magnifiquement travaillées avec des moulures. Tout est chanfreiné. On a des encadrements, on a des portes à panneaux, on a des encadrements de fenêtres qui sont moulurés, on a des encadrements de portes moulurés. C'était vraiment une très belle maison. En plus, faite intelligemment, quoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué le sens de la ventilation, le sens de l'aération. Tout est symétrique. Vous avez une baie, vous avez une porte, vous avez une baie, vous ouvrez tout ça, ça vous fait un courant d'air. Cette maison, elle est parfaitement assainie à l'époque, parfaitement. Elle est magnifiquement construite sur un plan architectural des plus classiques, mais des plus efficaces. Inhabitée depuis près de 100 ans, cette maison est menacée. France se bat donc pour la faire classer et la sauver. Vous voyez, moi, c'est important de prendre ces photos pour moi parce que par rapport à la dernière fois où je suis venue, les dégradations sont pires et il est grand temps maintenant de rénover ces bâtiments et de les remettre en valeur. Symbole de l'essor agricole calédonien, l'habitation témoigne de l'enrichissement des colons. À l'époque, des cultures de café, fruits et légumes permettaient d'alimenter la population de la côte Est. L'exploitation se développe très rapidement et atteint plus de 200 hectares à la fin du XIXe siècle. Mais la première maison que les propriétaires ont construite, c'est celle-ci, une ferme typiquement française. Tu vois, on voit aussi tout le travail de l'homme dès l'origine, quand l'homme européen met le pied sur ce territoire, avec cette petite maison qui, elle, traduit, contrairement à celle-ci, ce qu'est la vie dans les fermes modestes en métropole au XIXe siècle. Un détail impressionne particulièrement France. Ils ont reproduit un sol en opus incertum. Tu vois ce que je te disais là? Le sol,
C'est ça qu'on appelle l'opus incertum. Ce sont ces dalles plates qu'on pose comme ça par terre et puis qu'on essaie de jointer grosso modo. Un sol comme ça, en Calédonie, je te mets au défi d'en trouver un autre, quoi. Personnellement, je n'en connais pas d'autres. Oui, tu vois, là aussi, Daniel, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu as le feu kanak et puis on a la grande cheminée du 19e en métropole. Ça, c'est quand même assez intéressant, quoi. L'exploitation agricole a connu une évolution fulgurante. Mais dès la fin du 19e siècle, les héritiers abandonnent l'activité et la station Lori périclite. La région de Canala demeure encore préservée. Elle regorge de villages typiques. France poursuit sa visite à la découverte des secrets de fabrication de ces villages. Ah, elle est superbe. La case ronde est l'habitat traditionnel kanak. Elle reste encore aujourd'hui le logement privilégié par les tribus. Toute neuve, comme ça, j'en ai rarement vu des si jolies. On la trouve dans tous les villages. C'est à la fois le lieu des cérémonies, des palabres et de la vie quotidienne. Cette case a été construite par Eben Maossadi. La case, ça symbolise vraiment l'homme kanak. Espèce de mûrerie qu'il fait autour. C'était faire de la torche ici, c'est la terre. Oui, par-dessus, Ouais. sur les pierres. Voilà, sur donc, les pierres. Donc tu as fait toute une ossature à partir d'un remplissage de De pierres pierre à l'intérieur à des l'intérieur. bois et par-dessus tu mets un pisé. Voilà, pour pêcher l'humidité. Bien sûr. Voilà. Et la terre, tu la prends où? Là, Ah, à côté. Ouais. À côté, oui. mélange avec la paille sec. La paille, aussi la même paille. Ouais. La même paille. Paille sec pour bien tenir la Bien terre. sûr, Voilà. bien sûr. Et tu l'appliques à la main. Ouais. Et tu le lisses à la main. Oui, un vrai pisé traditionnel. Oui, je comprends que ça prenne du temps quand Ouais. même. Hein. Oui. Habituellement, l'intérieur de la case s'organise autour d'un poteau central. Eben, lui, a préféré y placer le foyer. Le feu, quand il va brûler, le chaud de feu va chauffer les cailloux là. Ça va donner la chaleur dans la maison. Quand c'est les saisons froides. Ce qui me motive dans la tradition chez nous, ici, en Kanaki, c'est de pouvoir promouvoir la tradition de la culture. Parce que en ce moment, ça commence à partir, la tradition Kanak. Les grandes cases cérémonielles sont rehaussées d'une flèche fêtière, une sculpture sur bois extrêmement symbolique. Elle représente l'autorité du chef sur le reste du clan. France a été invitée à rencontrer l'un des rares sculpteurs à conserver encore ce savoir-faire. La flèche fêtière, elle représente toutes les paroles quand on est dans une case. Les vieux avant, quand ils sont dans une case, et quand ils parlent dedans, toutes les paroles qui se disent, ça remonte sur le poteau central. Puis le poteau central, il sort en dehors de la case pour montrer aussi qu'au-dessus de tous, il y a encore autre chose. Ces formes-là, des fois, ça représente les clans. Des fois, ça représente la personne. Des fois, ça représente la femme, ou l'homme, ou des animaux. Vous voyez, c'est des totems que nous, on a en chacun. Lieu de passage entre les humains et les esprits, la flèche fêtière a aussi une fonction politique. Une dimension qui lui a valu de figurer sur le drapeau indépendantiste depuis 1984. Voilà. Fini les formes. Tout à l'heure, j'ai dessiné. Maintenant, après, j'ai coupé avec la scie sauteuse. Maintenant, la forme de la flèche, elle est là. Ce savoir-faire fait aujourd'hui partie d'un programme de sauvegarde des arts traditionnels kanak. Retour dans le sud-est de Grande-Terre, le parc provincial de la Rivière Bleue.
Cette aire protégée abrite une forêt engloutie, apparue après la construction du barrage hydroélectrique de Yaté en 1959. C'est ici que vivent certaines espèces naturelles emblématiques de l'archipel, dont un oiseau très particulier qui ne vit qu'en Nouvelle-Calédonie et qui en est devenu l'emblème, le cagou. Et pour avoir une chance de découvrir ce trésor caché, il ne faut pas hésiter à se lever très tôt. On prend un petit bain de pied. Ce matin, Jean-Marc Mériot, le gardien du parc, accompagne Sophie Rouis, de la Société calédonienne d'ornithologie. Il s'apprête à réaliser une opération de comptage des cagous. Tu me guides, Jean-Marc, parce que je sais pas. Ouais, t'inquiète pas, c'est moi qui dirige. Jean-Marc et Sophie vont aller se placer au cœur de la forêt engloutie pour identifier les cagous grâce à leur chant. Et voilà. Avec son programme de protection, le parc reste l'un des rares endroits de Calédonie à abriter des cagous. Il héberge même la plus importante population, avec près de 700 individus. On va essayer de se positionner là. Ouais, entre les deux, là, hein, ce sera bien. Voilà. Comme ça, moi, je vais me tenir au gros. Voilà. Et moi, je me tiens en petit. Le cagou chante surtout au lever du soleil. Bon, On ben on devrait pas attend. tarder à commencer. Voilà, c'est ça. Tiens, là, t'en as un qui commence. Ah ouais, Donc, ça, c'est le mâle qui commence. le mâle. Voilà. Donc, Il y a la femelle qui enchaîne. voilà. Et t'entends Ah. peut-être... Alors, nous avons 348 pour le couple qui est là. Bah ici, c'est le spot pour les cagous. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans que... 20 ans, une trentaine d'années maintenant. Voilà. Le programme de conservation a débuté dans les années 80, puisque le premier recensement qui a été fait ici au parc, on estimait la population à 60 individus. C'était vraiment une population relictuelle, cantonnée dans une petite forêt. Et donc, avec la mise en place de ce programme de conservation, de protection, la réintroduction d'animaux nés en captivité, on a pu aujourd'hui arriver à une population de 700 individus. Voilà, donc là, tu as bien 2 mâles et une femelle qui chantent. 2 mâles, une femelle. Un Ouais. jeune, hein? Ouais, un jeune, d'accord. Hein, ouais. T 43. Et là, t'as un couple qui chante aussi derrière. Ouais, Là-bas. là-bas. Mais eux, ils sont super loin. Hein. Ouais, ouais. Le chant du cagou peut s'entendre à plus d'1 kilomètre suivant le relief. Donc c'est un chant qui porte énormément. Ce qui nous permet justement de faire du recensement assez facilement, puisqu'on a tout de suite une zone importante qu'on peut, à partir d'un seul point, écouter. Là, mais moi je suis en train de voir ceux qui sont dans Le but de cette opération est de tracer une cartographie exacte de la présence du cagou sur l'île, en déterminant l'âge et le sexe des individus. Ce qui menace le cagou, c'est la destruction de son environnement par les hommes et les animaux qu'il a introduits, notamment le chien. Prochaine étape, Sophie et Jean-Marc entrent au cœur même de leur territoire, dans la forêt, pour tenter de les approcher. Laisse ouvert la porte, hein? Yes. Ah ouais, tu passes avec le haut-parleur, là? Ouais, on va essayer de le... Pour les attirer, Jean-Marc a développé une petite stratégie. Alors là, on va passer le chant d'un cagou pour essayer d'attirer la famille qui est ici. Pour eux, c'est comme s'il y avait un individu étranger à la famille sur leur territoire. Donc, s'ils ne sont pas très loin, ils vont venir pour essayer de le chasser. On n'est jamais sûr, hein. C'est quand même des animaux sauvages, donc... Les voilà. Voilà. Le premier membre de la famille cagou arrive à pied, car cet oiseau ne vole pas. C'est le mâle qui va commencer en faisant ses vocalisations. D'abord, il va appeler la famille en faisant un cri particulier. Voilà la suite qui arrive. Et le mâle et la femelle vont chanter ensemble et les jeunes se joindre. C'est vraiment pour dire combien il y a d'individus, marquer le territoire et dire qu'ils sont en forme, quoi. Ah,
ça va chanter. Un tour de chauffe. Juste à gauche, toi. Le premier là qu'on entend, c'est le mâle, avec donc les 12 syllabes, hein, si on arrive à les compter. Hein. Et juste après, même avant la fin du mâle, voilà, là, il y a la femelle qui est en train de chanter. Et elle, on l'entend, c'est beaucoup plus court, il n'y a plus que 6 syllabes. Si bien que si on n'a pas l'habitude, on a l'impression que c'est un seul oiseau qui chante. Et en fait, quand on a des mâles qui chantent seuls, ils vont laisser ce petit moment de silence, en fait, en espérant peut-être qu'une femelle va le remplir. Mais en gros, oui, ils laissent toujours ce rythme dans leur chant qui permet à une femelle de s'intégrer là-dedans. C'est sympa quand même, hein, les cagous sont galants. On a trouvé un oiseau voilà, qui s'occupe de sa femelle et qui lui laisse la possibilité de s'exprimer, n'est-ce pas, Jean-Marc? Avec le temps, Jean-Marc a repéré une famille de cagous qu'il est plus facile d'approcher. Il sait comment les faire venir. Ils vont s'approcher, ils vont venir nous voir, mais ils restent sur leur territoire, dans le milieu naturel. Ah ouais, voilà. Le cagou est un animal d'un naturel très curieux. Il n'a pas peur de l'homme. Je cherche un petit verre ou un petit invertébré pour lui donner parce qu'il est venu. Donc voilà, on va prendre un verre ensemble. C'est un animal qui n'est pas farouche en fait, puisqu'il n'avait pas de prédateur à l'origine. Donc il a plutôt un comportement curieux. Il vient facilement. Ils ont à peu près la capacité d'une poule actuellement, c'est-à-dire qu'ils peuvent planer un petit peu, ils peuvent monter 2-3 mètres de haut parce que la nuit ils dorment dans les arbres en fait, ils vont se poser sur des branches en général. Théoriquement il a tout ce qu'il faut, mais il a perdu la musculature parce qu'il cherche sa nourriture au sol, là on le voit qui est en train de fouiller au niveau du sol. C'est quand même une dépense énergétique très importante de voler, ça demande beaucoup de muscles, et le muscle ça s'entretient. Donc si on n'a pas besoin de voler, en quelque sorte, c'est plus simple d'arrêter. Le cagou ne pond qu'un seul œuf par an. Il est maintenant très menacé par les chiens errants contre lesquels sa stratégie de dissuasion est malheureusement peu efficace. Ça veut dire qu'il a peur, ça. En fait, il s'est mis en position d'intimidation. Il se sent poursuivi, menacé, donc il écarte les ailes pour se donner du volume et impressionner en fait son prédateur potentiel. Madame est plus craintive. Ça c'est vraiment un privilège extraordinaire, quoi. Il n'y a qu'ici qu'on peut voir ça et c'est fantastique. Hein. Parce qu'on se dit, si on n'avait pas tout gâché quelque part, on pourrait toujours faire ça avec les cagous. Quand les premiers hommes sont arrivés, on avait ça. Quand on est arrivé avec nos chiens, on avait ça. Et c'est depuis qu'il y en a beaucoup moins. Mais ça, c'est leur état naturel. Et voir des animaux sauvages qui ont confiance comme ça, c'est fantastique. Nous nous rendons au nord de Grande-Terre, dans une autre réserve naturelle. Ici se trouvent des arbres qui n'existent nulle part ailleurs. Cette forêt dense est un conservatoire à ciel ouvert, dont les origines remontent à plusieurs dizaines de millions d'années. Les 3/4 des plantes que l'on retrouve ici ne vivent que sur ce territoire. Mais un grand fléau menace ce précieux patrimoine, les feux de brousse. Vanessa Eke est botaniste. Elle est accompagnée de Denis Méandou, un guide botaniste kanak de la tribu de Goapin. Nous sommes tout près de son village, dans cette partie de la forêt qui a brûlé il y a 2 semaines à peine. Toutes ces feuilles mortes, là, ça fait du combustible, très bon combustible. Donc ça fait un espèce de cercle vicieux où finalement, ces espèces, elles déclenchent le feu et le feu favorise le développement de ces espèces.
À cause de ces feux, des milliers d'espèces végétales disparaissent. Elles laissent place à une savane où repoussent essentiellement des niaoulis. Car ces arbres ont un secret qui leur permet de résister aux flammes. Oui, là on voit bien le... Ouais, celui-là, il a brûlé plusieurs fois, mais enfin, il a encore quand même pas mal d'épaisseur. Hein. Ah, en fait, on voit que là, il a tout un tas de couches d'écorce successives qui lui apportent une excellente protection contre le feu. D'autant plus qu'entre chaque couche, c'est très humide. C'est quasiment mouillé, quoi. Donc en fait, là, voilà, s'il y a un feu, il va y avoir vraiment les couches superficielles qui vont être affectées, mais l'intérieur est encore complètement intact, quoi. C'est sûr qu'ils sont capables de résister quand même à de nombreux feux, mais ils ne sont pas capables non plus de résister à 2 feux tous les ans systématiquement. Il y a quand même un moment où si vraiment ça brûle trop, à la fin il n'y a plus rien, et il n'y a plus rien non plus pour retenir le sol, quoi. Et là c'est vraiment encore plus la catastrophe. Il y a aussi les fougères et ursites là, qui vont pousser vite. Denis a décidé de faire revivre cette forêt. Il a réussi à mobiliser tous les habitants de son village pour replanter des arbres. Pour cela, des pépinières ont été créées par les femmes de la tribu de Goapin. Denis et Vanessa font le tour des serres du village pour collecter de jeunes arbres qui seront replantés demain matin. Ici, on est dans l'une des pépinières de la tribu. Et c'est Nicole qui est en charge de cette pépinière. C'est surtout les femmes qui s'occupent des pépinières ici, c'est ça? Oui. Donc en fait, c'est vous qui allez ramasser les graines, c'est vous qui faites les plantations. Donc ça, c'est plutôt une activité maintenant que les femmes ont pris en charge, en fait. Pour planter les arbres, pour éviter que la nature. C'est 70. Depuis 7 ans, 12 pépinières ont été créées, ce qui assure aux femmes de la tribu un petit revenu. C'est 70. Denis, le coordinateur du projet, est devenu expert dans l'art de choisir les graines et de les faire germer. Ici, il y a 400 Fotamane et 174 Fotek. C'est ceux-là, les Fotek. Donc maintenant, je sais que Denis, il sait parfaitement ce qu'il peut planter et ce qui va pousser là-bas dans les savanes à Niaouli, quoi. Je pense que quand on voit la quantité de plants qu'il y a dans ces pépinières, et puis tout est vivant, quoi. Enfin, c'est une explosion de vie là-dedans, hein. Tout ce qu'il a mis là dans chaque petit... Voilà, dans chaque alvéole, voilà, c'est parti, quoi. C'est vrai que ça respire, ça demande qu'à vivre, quoi. Ça demande qu'à refaire de la forêt, tout ça. La forêt est très respectée par les Kanaks, notamment pour son rôle nourricier. Aujourd'hui, les membres de la tribu de Goapin organisent une fête pour célébrer la replantation de demain. Vanessa prépare avec Caroline, une femme de la tribu, le plat traditionnel, le bougna. Je fais ça aussi avec la fourchette. Oui. L'important, c'est de pouvoir partager dans les clans, les familles. On va se régaler. Et là, c'est un grand jour, c'est pour ça qu'on fait un bougna. Le bougna est une sorte de ragoût à base d'igname, de taros et de légumes cuits dans du lait de coco. Bon, c'est vrai qu'on en apprend toujours parce que finalement, selon la personne avec laquelle on discute ou la personne qui nous explique, on apprend toujours quelque chose de nouveau en fait dans la réalisation du bougna, quoi. J'avais pas gratté la dernière fois, j'avais pas gratté les légumes pour que le lait de coco rentre bien à l'intérieur. Donc ça, je savais pas que ça se faisait comme ça. Et puis c'est vrai que là, la disposition, enfin moi j'avais suivi la disposition de départ, mais là, Caroline, elle m'a expliqué que c'était pour bien suivre, il fallait bien suivre le fond qui a été tressé là en feuilles de coco, je pense, de manière à pouvoir bien refermer sans que le précieux lait de coco s'échappe. Donc peut-être que la prochaine fois, je pourrais faire un bougna toute seule. C'est l'étape délicate pendant laquelle il faut faire attention de ne pas percer la feuille, sinon tout le lait de coco s'en va. Entièrement traditionnel.
Sauf les carottes et les patates. Donc c'est devenu la tradition. Ouais, maintenant ça fait partie de la tradition en fait. Ouais, voilà. Ouh. Il y en a pour Donc, combien là? Hein? Il y en a pour combien là? 5 personnes. 5 personnes? Je pense qu'on pourrait manger à 10 là-dedans. Oui. Le bougna est cuit à l'étouffée sur la braise. Et 2 heures plus tard, il est enfin prêt à être dégusté. Magnifiques, ils sont tous différents. Superbe. Bon appétit. Merci. Le soir est aussi le meilleur moment pour observer les roussettes, de grandes chauves-souris emblématiques de la Nouvelle-Calédonie. Animal totémique pour les Kanaks, la roussette est en voie d'extinction. Pour l'occasion, Vanessa est accompagnée de sa fille Saya. Qu'est-ce qu'elles vont faire, ces chauves-souris? Elles vont se cacher. Bah non, elles vont pas aller se cacher, elles vont aller manger. Elles viennent juste de se lever, elles vont aller manger. Elles mangent les fruits des arbres. Voilà, donc en fait, elles vont aller travailler pour les forêts surtout. Elles vont travailler pour les forêts et elles vont aller disséminer tout un tas de fruits qui, au lieu de tomber sous l'arbre, vont pouvoir être distribués au hasard un petit peu partout en forêt et assurer la régénération de cette forêt-là. Donc elles ont vraiment un rôle très important dans la dynamique de ces forêts-là. Le soleil vient à peine de se lever. Et le village de Denis, le guide botaniste, est déjà à pied d'œuvre. Pour replanter les arbres, la tribu de Goapin reçoit aujourd'hui l'aide d'une équipe du WWF, une association de défense de la nature. Et comme il se doit, tout commence par une coutume. Oui. C'est juste le geste qui compte, c'est pas ce qu'il y a dans la coutume qui compte. C'est juste le geste. Si on arrive chez quelqu'un, c'est dans une tribu, il faut juste faire un petit geste d'arriver. Sur la plantation, tout le monde s'y met. Les habitants de la tribu et les bénévoles acheminent les 2000 arbres à replanter. Fais attention Nina, comment tu vas te... Oui, mais elle a pas mal. Denis Méandou, le guide botaniste, prodigue les bons conseils. N'hésitez pas à mettre du paillage. C'est très important le paillage. Hein. C'est pour garder l'humidité autour de la plante. Denis a choisi un flanc de colline juste en face du village pour que les habitants de la tribu voient repousser leur forêt jour après jour. C'est un message pédagogique pour les gens et pour tout le monde, pour tout le pays. Ouais, c'est essayer de restaurer notre patrimoine culturel et se réapproprier les liens qu'on a peut-être perdus avec la nature. Mais pas encore. Pas encore, c'est pas prêt? Vanessa et sa fille Saya sont venues prêter main forte. Vas-y. Tu mets Avec les deux mains? Avec les deux mains. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met un petit peu d'hydro-rétenteur. Donc ça permet de retenir l'eau. C'est des espèces de perles. Là, elles sont complètement imbibées d'eau. Et si jamais il pleut pas dans les semaines à venir, elles vont tout doucement permettre à la plante de continuer à avoir de l'eau. Parce que ce qui est difficile pour ces plants, c'est les premières semaines en fait. Saya adore l'hydro-rétenteur. C'est sa spécialité en fait. Quand on fait des plantations, elle s'est spécialisée dans l'hydro-rétenteur en fait. Est-ce que c'est prêt là? Non.
Pas encore, tu me dis quand c'est prêt. Hein. Là, c'est bon. C'est bon? Alors attends, regarde, je casse un petit peu la motte. Pour moi, c'est aussi une façon de partager ça avec mes enfants. C'est une façon de leur faire comprendre combien c'est important. C'est-à-dire c'est important pour moi, j'ai envie que ce soit important aussi pour elles. Donc c'est vrai que mes filles, elles ont l'habitude, l'une comme l'autre. Depuis petite, on est sur les chantiers de plantation. Doucement avec les racines, hein, tu fais attention. J'ai envie que ce soit des enfants qui aiment les forêts, qui aiment la terre, qui aiment leur planète et qui la protègent. Depuis maintenant 10 ans, des centaines d'arbres sont mis en terre chaque année par les habitants de Goapin et le WWF. Cette initiative de reboisement suscite aujourd'hui un engouement dans la région. Elle est reprise dans de nombreux villages de la province Nord.